Nous allons commencer en vous remerciant toutes et tous de votre présence par l'appel. Maître Bézina, Madame Baraja, Monsieur Baucher, Madame Bravetti, Monsieur Zambernardi, Maître Chichmanian, Monsieur Bojanovic me donne procuration, Madame Logier, Monsieur Rigucci, Monsieur Comte, Madame Amédéo Paschi donne procuration à Madame Baraja, Madame Koklov, Madame Piefort, Monsieur Cosentino, Madame Bonifaci, Madame Degus, Monsieur Capelier, Madame Porte, Monsieur Fugaro, Monsieur Belli, Monsieur Guigaud, il va arriver, Johan, Madame Scolari, Madame Beuil, Monsieur Lagache donne procuration à Monsieur Curti, Madame Marchessou, Monsieur Ledeux, Maître Curti et Monsieur Marza. Bien, le quorum est bien entendu atteint. Nous désignons comme secrétaire de séance Maître Eva Scolari. Je vais vous demander d'adopter, alors que les avocats sont agités, pas tous, mais les deux qui sont à côté de moi, bien vouloir adopter le procès-verbal du Conseil municipal du 6 mars 2023, s'il n'y a pas de remarques particulières. Je veux vous signaler que nous retirons de l'ordre du jour le point numéro 5. Il s'agit de la restauration du bastion de la Rade pour un mauvais plan de financement qui reste à affiner et que nous repasserons au prochain Conseil municipal du mois de juin. Et je vais tout de suite donner la parole à Maître Curti qui m'a adressé une question écrite. Maître Curti, si vous voulez bien nous exposer l'objet de votre question. Allô, oui. Bonjour, monsieur le maire, bonjour à tous. Donc, ce n'est pas Maître Curti, puisque cette fois-ci, j'ai bien écrit en qualité de conseiller municipal. Donc, ce n'est pas Maître Curti qui parle, c'est Alain Curti, le conseiller municipal de Villefranche. Monsieur le maire, effectivement, je vous ai adressé le 28 mars 2023 une question écrite relative à l'articulation des budgets que nous avions votés lors du précédent conseil municipal, puisque lors du précédent conseil municipal, nous avions été effectivement sollicités pour voter sur l'adoption du budget 2022, et notamment sur la partie budget mouillage, qui avait interpellé effectivement un de mes colistiers, puisque la question se posait de voir que sur le budget mouillage 2022, on avait un salaire versé à zéro, donc aucune charge salariale ne figurait à l'annexe 12 du bilan, du budget prévu 2022 de la SMEL. Quand on a reçu effectivement le projet de budget 2023, on s'est aperçu que sur ce projet 2023 figurait notamment le principe d'un remboursement de 150 000 euros qui, et c'est ce que nous essayons de comprendre, et c'est ce à quoi vous avez répondu par écrit, puisque je vous en remercie, j'ai votre courrier sous les yeux, comme les autres conseillers, et nous déduisions donc que les 82 000 euros de salaire versés en 2022, qui n'apparaissaient pas sur le budget de la SMEL et qui correspondent au salaire, donc là c'est établi, du responsable qui a été recruté par la mairie pour s'occuper effectivement des mouillages. Ce salaire qui a été versé en 2022, qui n'apparaît pas sur le bilan 2022, fait l'objet d'un remboursement sur le budget 2023 à hauteur de 150 000 euros. L'explication a été donnée puisque vous nous avez effectivement indiqué dans votre réponse que le salarié en question recruté par la mairie a été effectivement payé en 2022 et il a été au titre des emplois de la mairie, c'est-à-dire non pas sur le budget spécifique de la SMEL, mais sur le budget général de la commune. C'était la question posée. Je crois qu'il faut comprendre que ces questions écrites ont comme objet de préciser les choses, et elles l'ont été, et il faut qu'elles le soient, et notamment sur la matière budgétaire, qui est une matière compliquée, et pour laquelle, lorsqu'on a effectivement une dépense qui n'apparaît pas, on pose des questions et on obtient des réponses qui effectivement clarifient ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout le monde a compris que effectivement le salarié a été payé sur le budget général, qu'il n'a pas été reporté sur le budget express de la régie de la SMEL et qui sera donc remboursé par le budget de la SMEL, si j'ai bien compris votre réponse, sur le budget, au budget général de l'année prochaine. Merci, monsieur le maire. Bien, merci, monsieur Curti. Donc, vous avez fait la question et vous avez fait la réponse.
Donc, si je comprends bien, la réponse vous a éclairé, vous a convenu. La réponse m'a éclairé, monsieur le maire, tout à fait. Très bien. Donc, en effet, sur la forme, je vous remercie de m'avoir posé cette question en tant que conseiller municipal. Sur le fond, je vous accorde que la lecture d'un budget, c'est un exercice difficile. Et que je crois, après 9 ans, avoir à peu près compris comment ça marche. Mais sur le fond, je voudrais quand même préciser aux gens qui nous écoutent que votre question pouvait laisser entendre que mon conseil municipal et moi-même pourrions accepter de présenter un budget insincère. Et ça, vous comprenez bien que je ne peux pas le laisser passer. Je me vois donc dans l'obligation de vous répondre que probablement vous vous trompez d'époque, et je suis obligé de vous dire que je ne peux pas accepter que vous puissiez laisser entendre que nous pourrions présenter un budget insincère. Nos budgets sont tous sincères, et je suis heureux que la réponse à la question vous ait éclairé. En effet, le directeur de la Régie des mouillages est un employé municipal, et l'intégralité du salaire versé sera remboursée par le budget des mouillages vers le budget général au titre de l'année 2023. Je vous remercie donc pour cet éclairage, pour cette question qui nous a permis d'éclairer à la fois le conseil municipal et la population villefranchoise. Bien, nous passons donc, merci beaucoup, nous passons donc au point numéro 1. Il s'agit de la concession des plages et de l'avis de la commune en vue de porter la période d'exploitation des plages à 8 mois par an au regard de la fréquentation touristique. En fait, quand on concède une certaine surface de plage à un établissement public de bains, c'est comme ça qu'on appelle en langage administratif une plage privée, eh bien, l'établissement en question a l'autorisation d'exploiter la surface concédée 6 mois par an. Si on souhaite que l'établissement soit exploité 8 mois par an, il faut demander une dérogation. Et c'est l'objet de cette délibération. Est-ce que le conseil municipal de Villefranche souhaite permettre l'exploitation de la plage privée de Villefranche 8 mois par an et non pas 6, en précisant également qu'il est possible de demander une dérogation exceptionnelle pour que l'exploitation de l'établissement soit portée à 48 semaines par an. Moi, personnellement, je ne le souhaite pas, mais il y a un certain nombre de communes autour de nous qui l'ont déjà fait. La loi prévoit une exploitation 6 mois par an. On peut demander une dérogation pour 8 mois, ce qui veut dire que dans la période de 4 mois où l'établissement ne peut pas exploiter le domaine public maritime, la plage, l'établissement doit être démonté. Et la plage doit être laissée libre de toute occupation. C'est ce que nous souhaitons pour Villefranche. Maintenant, si certains souhaitent que l'exploitation dure 48 semaines par an, ils peuvent s'exprimer aujourd'hui. En tout cas, c'est l'objet de cette délibération. Est-ce que la commune de Villefranche souhaite permettre une exploitation 8 mois par an pour les établissements balnéaires sur le territoire de la commune ? Est-ce que quelqu'un a des remarques particulières à ce sujet ? Pas d'observation ? Madame Kokloff ? 8 mois, ça va ? Ça veut dire en gros que la plage serait exploitable du 1er mars au 31 octobre et que pour les mois de novembre, décembre, janvier et février, le linéaire de plage serait rendu intégralement au public. Monsieur Cosentino. Il peut. Oui, c'est une excellente question de José qui demande si l'opérateur peut exploiter moins de 8 mois si on lui donne cette autorisation. C'est tout à fait le cas. D'ailleurs, l'opérateur qui exerce actuellement sur la plage de Villefranche exploite en général du 1er mai au 1er octobre, soit 5 mois par an.
alors qu'il pourrait exploiter 8 mois. Il n'est pas prévu de pénalité pour un exploitant qui s'exploite moins. Par contre, il y a une autorisation d'exploiter jusqu'à 8 mois. Parce qu'on pourrait prévoir des pénalités aussi. Pas d'autres questions, alors que M. Guigaud est arrivé. Bonsoir, Johan. Bien, nous passons au vote. Donc, pour étendre l'exploitation à 8 mois au lieu de 6, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 2. Alors, c'est une délibération que nous avions retirée au précédent conseil municipal parce que nous n'avions pas suffisamment échangé avec la DDTM. L'échange s'est concrétisé. Et donc, mes chers collègues, la concession des plages naturelles accordée à la commune de Villefranche-sur-Mer à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de 12 ans prend fin le 31 décembre 2023. En vertu des dispositions de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, celle-ci exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence autorité concessionnaire de l'État pour les plages et dispose d'un droit de priorité dans l'attribution des concessions de plage. Par délibération du Conseil métropolitain du 21 octobre 2021, la métropole a été autorisée à faire valoir son droit de priorité pour l'attribution de la concession des plages naturelles de Villefranche-sur-Mer. Dans ce cadre, la métropole a déposé un dossier auprès du préfet des Alpes-Maritimes, dossier qui est en cours d'instruction par les services de l'État. Le projet de concession fera l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique ouverte par le préfet, conformément aux dispositions du Code de l'environnement. C'est sur la base de cette nouvelle concession que les sous-traités d'exploitation des 2 lots de plage, lot numéro 1 dit Délibo et lot numéro 2 plage entre les 2 épis, seront attribués après publicité et mise en concurrence. Le projet de concession d'une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2024, porterait sur une surface de 10 538 m² et un linéaire de 698 mètres. La précédente concession portait sur une surface de 17 619 m² et un linéaire de 775 mètres. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre du renouvellement de la précédente concession des plages naturelles, la commune avait, par délibération du conseil municipal du 27 octobre 2008, sollicité de l'État le transfert de gestion de la zone située en partie nord-est de la rade, à l'extrémité de la plage des Marinières, d'une superficie de 4 795 m², en l'occurrence l'actuel parking. Le transfert de gestion des dépendances du domaine public est intervenu par convention du 13 octobre 2011, conclue entre l'État et la commune. La remise à la commune de ces terrains impliquait la réalisation par la collectivité de divers ouvrages et leur gestion. Les aménagements portaient sur le maintien du parc de stationnement, sur l'implantation des structures d'accueil démontables du Sivom et la création d'un beach volley, aménagements qui ont été réalisés par la commune. À l'occasion du dépôt du dossier de concession des plages par la métropole, en cours d'instruction administrative par les services de l'État, il convient de préciser les périmètres qui seront soustraits de la concession et qui feront l'objet de procédures d'occupation du domaine public maritime entre la commune et l'État. En ce qui concerne le périmètre du transfert de gestion, la zone du DPM, c'est-à-dire du domaine public maritime, concernée par le transfert de gestion de 2011, comprend une grande partie de la zone des terre-pleins en arrière des plages de l'Épi Nord et le talus en contrebas du parking. La commune envisage d'étendre le transfert de gestion jusqu'en limite de l'Épi Sud. Cette zone, actuellement utilisée comme stationnement, fait partie de la concession 2012-2023. Les alignements de pins et l'aire de pique-nique en contre-haut de la plage entre les 2 épis seront intégrés au transfert de gestion. La zone de transfert de gestion pourrait recevoir 3 stands saisonniers, snack, location de paddle par exemple. Ces installations donneront lieu à publicité et mise en concurrence en vue de la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement pour la période du 1er mai au 31 octobre.
Ces autorisations pourraient être annuelles. Ces modifications donneraient lieu à une modification du périmètre de transfert de gestion concernant le parking du fond de plage en application des articles 2123-3 et 2123-9 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le transfert de gestion porterait au total sur une surface d'environ 5 830 mètres carrés. En ce qui concerne le projet de base nautique, la commune souhaite réaliser, en lieu et place des installations saisonnières du CIVOM, une base nautique destinée à regrouper l'ensemble des activités sports nautiques non motorisées de la commune. Cet espace sera soustrait du transfert de gestion et fera l'objet d'une concession d'utilisation du DPM en application des articles 2124-3 et 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 ans. Il sera associé la cale de mise à l'eau située en contrebas de l'épi nord dans le périmètre de l'actuelle concession de plage. La future concession de base nautique entre l'État et la commune porterait sur une surface d'environ 2650 mètres carrés. Je vous demande de bien vouloir, concernant le transfert de gestion, solliciter des services de l'État, la modification du transfert de gestion au bénéfice de la commune de la parcelle affectée au parking du fond de plage, comprenant la suppression de la zone dévolue à la création de la base nautique et le rajout de l'extrémité du parking jusqu'en limite de l'épi sud. Le périmètre du transfert de gestion, dont les contours sont définis sur le plan d'ensemble qui a été joint en annexe à l'ordre du jour, porterait sur une superficie de 5 830 mètres carrés environ. De m'autoriser à constituer, signer et déposer le dossier de demande de modification du transfert de gestion du parking auprès des services de l'État. Concernant le dossier de concession d'utilisation du domaine public maritime pour la création d'une base nautique, je vous demande de me permettre de solliciter des services de l'État une demande de concession d'utilisation du domaine public en vue de la création d'une base nautique sur une parcelle de terrain d'une superficie de 2650 mètres carrés, dont les contours sont également définis sur le plan d'ensemble joint à l'ordre du jour. De m'autoriser à constituer, déposer et signer le dossier de demande de concession d'utilisation du domaine public maritime en vue de la création d'une base nautique. Ces deux dossiers de transfert de gestion et d'utilisation du DPM pour la création d'une base nautique donneront lieu à des procédures spécifiques, à des instructions administratives par les services de l'État et à une enquête publique. Je vous remercie pour votre attention, pour ce dossier un peu compliqué à expliquer. Et je vous en prie, vous pouvez poser des questions. Madame Beuil. Mes chers collègues, monsieur le maire, alors effectivement, moi, c'est pas vraiment sur le fait de vous autoriser à solliciter les services de l'État. Ce serait plus des questions, on va dire, au niveau du référencement concernant la base nautique. Est-ce que vous pourriez nous indiquer combien d'associations de sport nautique souhaitez-vous regrouper sur ce site? Je ne sais pas encore, mais je souhaite que le club d'aviron s'y implante. Donc, j'ai reçu le bureau du club d'aviron il y a quelques semaines. D'ailleurs, ils étaient là la dernière fois. Ils sont intéressés. Il va y avoir bientôt des travaux au port de la Darse, des travaux importants, et un certain nombre de clubs risquent d'être un peu à l'étroit. Le club d'aviron, c'est un club historique de Villefranche, qui a été créé en 1992. Et tous les matins, pour sortir leurs avirons, ils traversent la route. Après, ils se mettent à l'eau sur la resguillade du port de la Darse, et puis ils traversent le port de la Darse. Et donc, ils sont à côté des bateaux. Alors, il n'y a pas souvent des accidents, mais ça arrive de temps en temps. Une petite fracture du col du fémur, ou alors un petit choc entre un bateau qui n'a pas bien fait attention et un aviron qui fait marche arrière. Voilà, donc sur ce point, nous avons obtenu de la DDTM qu'un ponton soit installé
un peu avant l'Épi Nord, entre l'Épi Nord et l'endroit où nous mettons les policiers, les surveillants de baignade l'été. Et sur ce ponton, il y aura un bateau à moteur. Et puis, il va y avoir un chenal qui va permettre aux avirons d'aller jusqu'en dehors de la bande des 300 mètres en évitant la semelle. On souhaite aussi que le paddle s'y installe. Pourquoi pas la plongée? Pourquoi pas l'apnée? En tout cas, notre vœu, c'est que cette base nautique puisse réunir les associations qui font du sport nautique non motorisé, c'est-à-dire environnemental, et il y en a pas mal à Villefranche. Alors dans ces cas-là, pourrions-nous envisager et savoir si vous comptez les maintenir à l'année finalement, puisque si je ne m'abuse, ne serait-ce qu'au niveau de l'aviron, ils ont besoin de mobilier de stockage. Oui, à l'année. Donc ce serait à l'année. Oui, bien sûr. Et au niveau de la gestion du parking, pour ces membres d'association, comment ça va se passer l'été? Bien, ça se passera bien. Oui, vont-ils payer le parking? Comment ben vont-ils oui. faire quand le parking sera plein? Est-ce que vous avez prévu des aménagements? C'est des simples questions. Oui, non, mais c'est une excellente question. C'est une question qui préoccupe d'ailleurs les membres du club d'aviron au plus haut point. Il faut savoir que ce n'est pas très facile de se garer à la Darse en ce moment. Hein, vous voyez. Il faut savoir aussi que depuis 4 ans, le conseil départemental me demande de mettre en place des stationnements horodatés à la Darse. Et un jour ou l'autre, il va bien falloir mettre en place les stationnements horodatés à la Darse, puisque à la Darse, il y a vraiment beaucoup de voitures ventouses. Donc finalement, ce sera un peu plus compliqué de se garer au parking des Marinières qu'au parking de la Darse, que sur le port de la Darse, pardon. Surtout que les gens qui font de l'aviron, ils viennent souvent assez tôt le matin, et que le matin, il n'y a pas vraiment de problème pour stationner. Voilà. L'affaire est en cours. Ce que je dirais, c'est que par cette délibération, la base nautique est vraiment positionnée sur la plage des Marinières, le domaine public maritime, avec l'autorisation et l'aval de la DDTM. Et ça me semble très important. Après, quand est-ce que nous allons la construire? Ça, je n'ai pas de calendrier précis à vous donner pour l'instant. Pas d'autres questions, Claudie? On passe au vote? Monsieur Le Deux? Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous avez prévu, en ce qui concerne la plage publique, donc qui va être affectée à une plage privée, d'aménager l'épi, je ne sais pas, donc le nord de l'épi nord, finalement, là où il y a la Hanse, qui aujourd'hui est impraticable. Hein. Avant, c'est vrai que il y a 20-25 ans, il y avait encore un petit peu de sable. Maintenant, c'est vrai que toute cette Hanse, au fond, alors je ne vous demande pas de lutter à ce point-là contre le réchauffement climatique, on est d'accord, mais est-ce qu'en tout cas, on peut envisager de réaménager toute cette zone? Parce que c'est vrai que du coup, c'est une perte de plage publique et il y a énormément de familles qui vont à cette dernière Hanse là-bas et qui risquent d'être un petit peu déçues. Oui, vous avez tout à fait raison. La zone qui est juste au nord de l'Épi Nord, qui est sableuse, c'est une petite plage, elle est très bien. Après, il y a des rochers partout. Et il y a un mur qui a menacé de s'effondrer récemment, raison pour laquelle on a mis un grillage dessus. Donc là, quand on va aménager la base nautique, on va réaménager cet endroit-là. On va essayer de l'ensabler, justement, de refaire le mur, d'ensabler la plage, justement pour qu'elle soit un peu plus accessible au public, hein, pour compenser un petit peu la perte de la plage entre les deux épis. Je vous précise qu'entre les deux épis, la moitié de la plage restera publique et seulement la moitié sera privée, et qu'on va profiter de cet établissement de bain pour consolider l'épi sud. Parce que l'épi sud qui donne sur la plage des Chiens, il a un peu tendance à s'enfoncer, si vous l'avez vu récemment. Et donc, on va en profiter pour réaménager tout cet endroit-là qui est assez rocailleux et sur lequel il n'y a pas grand-chose. C'est sur cette esplanade au niveau de l'épi sud que le restaurant de la plage privée va être installé. Et dernière question, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager pour les associations d'avoir 1 heure de gratuité sur le parking, histoire que ça soit un petit peu moins lourd à supporter pour eux de venir ramer pendant 2 heures? C'est un vœu... Alors je ne dis pas une gratuité parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais ou alors des heures auxquelles... Non mais c'est bien. Sachez que sur la plage de Villefranche, il y a 2 heures gratuites déjà.
de 7h à 9h du matin. C'est pour Je me nos disais, anciens. Je n'avais jamais bénéficié. C'est pour nos anciens. Si vous allez sur la plage de Villefranche le matin tôt, c'est le paradis, quoi. Il n'y a personne. C'est Tahiti, hein. Pas vrai, maman. Voilà. Et donc, voilà. Maître Bézina m'objecte qu'il va y avoir un problème juridique, hein, c'est certain. Mais on va examiner. Hein, voilà. Je veux juste dire pourquoi, sur le parking de la plage de Villefranche, il n'y a pas une demi-heure gratuite comme dans beaucoup d'autres parkings. C'est parce que si on fait ça, les jeunes, là, ils viennent, ils ouvrent, et ils font des tours. Ils ressortent, ils rentrent, ils ressortent, ils rentrent. Là, ils savent que dans la journée, dès qu'ils entrent, il va falloir qu'ils payent. Donc on a beaucoup moins de, pas de rodéo, quoi, mais ça arrivait avant, vous voyez. Maintenant, ça n'arrive plus. Mais on va examiner votre requête. Non, c'est par souci pour les adhérents des associations. Après, si ce n'est pas possible légalement, malheureusement. Merci. Merci à vous. Donc, pour cette délibération, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 3, Maître Bézina, le tableau des effectifs du personnel communal. C'est la première fois de ma carrière d'élu que je lis une modification du tableau des effectifs daté du 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, sachez-le, c'est la réalité. Vous avez l'habitude. C'est pour rendre un peu poétique une délibération difficilement administrative que vous connaissez par cœur. Le conseil municipal a voté par délibération du 5 décembre 2022 le tableau des effectifs du personnel communal au 1er janvier 2023. Vous la connaissez. Ensuite, c'est la loi de 84. La loi de 84, c'est la loi cadre qui régit les personnels communaux et les fonctionnaires en général. C'est une loi extrêmement importante. Il appartient au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs du personnel communal au 1er avril 2023, après avis favorable du comité social territorial réuni le 27 mars 2023. Les modifications tiennent compte des ajustements que le conseil municipal a dû effectuer depuis le début de l'année 2023, en procédant, c'est toujours le même mécanisme, à la création et à la suppression d'emplois. L'évolution des services, de façon à répondre au mieux aux attentes et aux exigences administratives, des mouvements du personnel, recrutement, mutation, mise en disponibilité, retraite, des avancements de grade et des promotions internes, ainsi que les réussites aux examens et concours de la fonction publique territoriale. Il sera donc proposé au Conseil les modifications suivantes, je les lis rapidement: un adjoint principal, un technicien, un adjoint administratif principal première classe, 6 adjoints techniques principaux première classe, un brigadier chef principal, et la suppression du pendant de ce que je viens d'énoncer en termes d'évolution de poste. On supprime, sur le plan de l'effectif théorique, un attaché principal, 3 adjoints administratifs de deuxième classe, un agent de maîtrise principale, 5 adjoints techniques principaux, un brigadier gardien ou un gardien brigadier. Il est précisé que les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune, comme d'habitude au chapitre 012. Le projet de tableau des effectifs soumis au conseil municipal est joint en annexe de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je n'ai pas de questions, André, mais je voudrais faire juste une remarque pour dire que vendredi, donc ce n'était pas le 1er avril, c'était le 31 mars, on a fêté le départ à la retraite de 2 agents. Il y en a un qui est là. Il y a Thierry là-bas. J'ai pas vu. Là-bas, il se cache. De 2 agents. Ah oui. Il y en a un qui est là. Je vous demande de vous lever. Thierry. Oui, monsieur Comte. Ouais, je crois qu'on peut applaudir Thierry Comte. Merci Thierry pour ce que vous avez fait. Thierry a été responsable des finances ces 3 dernières années et il a fait un travail remarquable de réorganisation et budgétaire. Et je crois qu'on peut se féliciter de l'avoir eu dans l'équipe.
la continuité du service public fait que M. Philippe Caruso, qui est déjà intervenu en conseil municipal, lui, il succède. M. Caruso a aussi une grosse expérience, puisqu'il était à Villefranche, et puis après à Nice, et puis il est revenu à Villefranche. Et ils travaillent de concert, tous les deux, depuis 6 mois ou 9 mois maintenant. Ouais, depuis plus de 6 mois. Et donc, il a parfaitement pris les choses en main pour le débat d'orientation budgétaire et pour le budget communal. Et puis, on a aussi fêté le départ à la retraite d'Alain Rullier. Alain, c'est un serviteur de la commune de Villefranche. Il n'a pas encore 60 ans. Tout le monde le connaît. C'est un policier municipal depuis 20 ans, mais avant, il était mécano aussi. J'ai observé qu'il avait pris la suite de Jean-Louis Baucher, ou plutôt de Robert Bojanovic, en tant que policier municipal. Et donc là aussi, c'est la continuité du service public à Villefranche. Et je crois qu'on peut applaudir Alain Rullier, qui était un policier très apprécié à Villefranche. Voilà, c'est juste une remarque, André. Merci pour cette remarque et on peut les féliciter tous les deux, bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Merci. Nous passons au point suivant au parking des Marinières. C'est le tarif des toilettes publiques. Monsieur Baucher. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, afin de garantir les conditions d'hygiène et de propreté maximale de la commune a décidé d'installer Promenade des Marinières en lieu et place des toilettes maçonnées existantes, 3 blocs toilettes auto-nettoyantes. Dans cette perspective, un marché public a été lancé pour l'utilisation, la location, l'entretien et la maintenance de ces sanitaires et a été attribué à la société JC Deco. Je vous propose de fixer le tarif d'utilisation de ces toilettes publiques à monnayeur à 50 centimes d'euros. Les recettes seront encaissées par la régie des parcs de stationnement barriérés. Y a-t-il des questions sur ces toilettes? Non, moi, ouais. Non, moi, j'ai pas de questions, mais je regarde les anciennes qui sont là et qui doivent se dire, allez, temps change quand même. Avant, les toilettes, elles n'étaient pas payantes. Et ils auraient raison de me dire ça. Mais je crois qu'on est arrivé à un point où c'était vraiment trop compliqué. Vous voyez, les toilettes publiques ouvertes comme ça, c'est infernal à tenir propre. Hein. Mais vraiment, hein, c'est compliqué pour déjà la collecte des ordures ménagères à la plage. Je crois qu'on a trouvé une solution, paradoxalement, en enlevant toutes les poubelles qui sont au bord des escaliers et en faisant en sorte que la collecte se fasse contre le mur. Cette année, on va mettre des vrais panneaux qui vont dire la collecte, c'est ici. Et depuis qu'on a fait ça en plein milieu d'été dernier, on a eu la propreté qui s'est nettement améliorée sur la collecte des ordures ménagères. Et puis sur la gestion de l'eau, et en particulier sur les douches et sur les toilettes publiques, ben, il fallait qu'on prenne une décision. C'est pas de gaieté de cœur qu'on fait payer les toilettes, même à la plage, mais on a décidé de supprimer les douches sur la route. Il n'y aura plus de douches que sur la plage. Et si tant est que le préfet autorise qu'on puisse se doucher, hein, ce qui n'est pas encore certain. Et pour ce qui concerne les toilettes, on a supprimé les toilettes publiques bétonnées. Elles sont toutes supprimées, Jean-Louis, ça y est. Et on va mettre en place des modules auto-nettoyants qui coûtent un peu cher, c'est vrai. Hein, je crois que c'est 60 000 euros. Les 3, oui, en location. Pour l'année. Donc c'est 20 000 euros le module pour l'année en location. Et donc il faut bien à un moment donné que ça ne coûte pas trop cher à la commune quand même. Et puis sachez que l'eau, c'est le prestataire. L'eau et l'électricité, c'est le prestataire qui va les payer. Et donc, finalement, on a trouvé cette solution pour essayer d'améliorer les fournitures aussi. Voilà, je voulais quand même donner cette explication pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde. Normalement, Monsieur le maire et chers collègues, il devrait être installé mi-juin. Ça doit être livré mi-juin au maximum. Voilà. Et en même temps, on fera un enrobé jusqu'à toute la première partie de la plage. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.
Merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le point suivant est retiré de l'ordre du jour. Monsieur Zambernaridi aura l'occasion de le présenter au prochain conseil municipal du mois de juin. Nous passons maintenant avec Madame Koklov pour le vote des subventions aux associations. Monsieur le maire, mes chers collègues, les propositions de subventions aux associations pour l'année 2023 étaient jointes en annexe de l'ordre du jour. Je vous propose de bien vouloir adopter les subventions qui étaient détaillées dans cet état, dont le montant total s'élève à 166 300 €. Les crédits afférents seront inscrits au budget primitif 2023 à l'article 6574. Merci, en sachant que Madame Marchessou est sortie parce qu'elle est membre du bureau d'une association. Il n'y en a pas d'autres? Je ne sais pas. Charlie aussi. Charlie, tu peux nous laisser 2 petites minutes? Excuse-moi. Merci. Madame la directrice générale des services, la prochaine fois, il ne faudra pas oublier que les conseillers municipaux doivent sortir des votes aux associations quand ils sont membres d'une association, c'est bien ça? Membres. Au bureau. Au bureau, pas membres. Sinon, on sort tous. Hein. On est tous membres d'associations Villefranchoise, là? Et oui, Ah, sinon, on sort tous. Allez, Madame Koklov, c'est à vous. Bon. Mes chers collègues, Monsieur le maire, Madame j'ai Beuil. juste une petite question. Pourrions-nous connaître quels sont les critères qu'il faut réunir pour pouvoir éventuellement avoir droit à une association, à une subvention? Ben, c'est-à-dire, on envoie un dossier qu'il faut remplir. C'est selon ce qui reste sur les comptes en banque, les projets de l'association, ce qu'il compte faire. Les objectifs des associations. Voilà. Donc, car ma question est motivée juste sur le fait que nous avons une petite interrogation quant au fait que certaines associations qui n'ont pas été retenues au niveau des subventions, ce qui est tout à fait faisable, ne figurent pas sur le document, quitte à avoir une participation de 0. Ah, oui. Ben, là, c'est-à-dire que je pense que les services ont en fait fait le tableau justement des subventions qui ont reçu quelques... Merci. Il ne manque pas beaucoup de subventions, hein, d'associations. Non, mais... C'était juste pour savoir si elles ne devaient pas au moins y figurer de façon à ce que les citoyens puissent savoir qu'elles avaient candidaté ou demandé une subvention, c'est tout. Mais... Non, on n'a pas... Voilà. Mais on n'a pas refusé de subventions aux associations, à part certaines où il n'y avait pas de, comment dire, de projet ou qui était... vous avez une idée, non, Madame Beuil? Allez-y, dites-moi. Non, oui, effectivement, ouais. Il y a Agirotisme qui a demandé une subvention. Alors, Agirotisme, la subvention n'a pas été donnée. Parce que pour la simple et unique raison, vous savez qu'ils ont déménagé, qu'il y a eu, et les projets ne sont pas, comment dire, concrétisés, donc on n'a pas donné de subvention. L'année prochaine, on donnera une subvention si il y a quelque chose de concret qui a été fait, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Donc, je peux me permettre de comprendre que vous prenez uniquement seule la décision de qui peut obtenir une subvention ou pas. Et qui c'est qui va les prendre? Et justement, ma question est qui prend cette décision? C'est nous. C'est qui prend cette décision? C'est nous, c'est-à-dire, bon, moi, j'étudie les dossiers, ensuite, Madame Chichmanian, Monsieur le maire est en réunion, nous discutons et nous approuvons, et Monsieur le maire approuve. Juste, Claudie, les dossiers de demande de subvention arrivent en mairie, adressés à Monsieur le maire. Je fais passer le dossier à Madame Kokloff, qui est déléguée en charge des associations. Elle examine tous les dossiers, Claudie. Ensuite, elle discute avec Maître Chichmanian, qui est notre adjointe aux finances. Et ensuite, nous exposerons à l'ensemble de la majorité municipale les demandes d'associations, de subventions aux associations et le niveau auquel nous souhaitons les subventionner. Vous observerez par exemple que le SEM, le comité d'œuvre des employés municipaux, a demandé 25 000 euros et qu'il a eu 15 000 euros. Que le Basket Azur Club, qui est le club de basket qui réunit Villefranche et Beaulieu, a demandé 15 000 euros et a obtenu 13 000 euros. Que le club de football a obtenu 50 000 euros. Je vous précise qu'au-dessus de 23 000 euros de subvention, il y a l'obligation de signer une convention d'objectifs que nous avons signée. Tout à fait. Et puis, il y a un certain nombre de demandes. Agirotisme nous a fait une demande, comme chaque année, et nous avons accordé 0 € parce qu'aucun objectif n'avait été rempli. Nous avons non seulement donné une subvention, mais nous avons aussi donné un local. Et nous avons fait 20 000 euros de travaux dans ce local. Donc je pense que cette association, en particulier, a été extrêmement bien soutenue par la commune jusqu'au terme de la convention d'occupation des locaux que nous avions mis à sa disposition. Voilà. Monsieur Curti, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, chers collègues, la question, je crois, est plus de celle de savoir effectivement qui décide. Est-ce qu'on a des subventions qui sont présentées et qui doivent être examinées dans le cadre du conseil municipal, de manière à ce qu'elles soient votées association par association, ou est-ce que la majorité vient avec un package, avec une somme globale de 166 300 € et qu'il n'y a pas de discussion pour savoir qui a bénéficié ou pas de la subvention, c'est la question. Hein. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus démocratique, je dirais, de soumettre au Conseil les demandes de subvention et de consacrer à cela l'approbation ou le refus? Parce qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas savoir effectivement qui a demandé quoi, et on ne peut pas savoir ce qui a été refusé, ce qui a été donné. Je crois que c'est ça la question. Hein. Oui, mais vous savez, les subventions aux associations, ça fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, sauf si ma mémoire me fait défaut, il n'y a pas d'obligation de créer une commission d'examen des subventions aux associations. Et donc, jusqu'à ce jour, les demandes se font et s'examinent dans le cadre de la délégation aux associations et de l'examen global par la majorité municipale de ces demandes. La somme qui est consacrée aux subventions est à peu près la même, bon an, mal an, même s'il est vrai que quand nous sommes arrivés en 2014, la somme consacrée était un peu plus importante que maintenant, mais cela comprenait notamment, il me semble bien, les tickets restaurants. C'est bien ça, Sylvie, à l'époque, hein? On payait même les tickets restaurants quand on votait la subvention aux associations. Quand vous parlez de sincérité budgétaire. Et donc voilà, nous on a remis tout ça à plat. Maintenant, est-ce qu'on doit créer une commission pour... Non mais c'est une bonne question, c'est une question qui mérite d'être posée. Hein. Pour examiner au cas par cas les subventions aux associations, je crois que ça irait peut-être à l'encontre
de ce qui est souhaité, c'est-à-dire une plus grande transparence. Vous voyez, Maître Curti, ça rejoint un peu la question que vous avez posée tout à l'heure, la question de la sincérité. Est-ce que l'attribution des subventions aux associations est examinée de façon sincère ou est-ce qu'il y a un parti pris ou des sanctions ou des récompenses? Non, l'examen, il est tout le temps sincère. Maintenant, il y a des associations qui ne sont pas subventionnées. Moi, je crois que les associations villefranchoises, elles n'ont pas beaucoup à se plaindre. Je vous redonne la parole bien volontiers. Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, pour en terminer sur le point de la sincérité de ce mot qui vous a touché, je rappelle simplement qu'il s'agit d'un terme de droit public et qui relève très exactement de la jurisprudence du Conseil d'État. Et la sincérité des comptes publics n'est pas une notion morale, c'est une notion juridique. Donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir et il n'y a pas de contresens à faire. En tout cas, la sincérité des comptes, c'est une notion de droit public, ce n'est pas une notion morale. La deuxième remarque, vous parlez de transparence, effectivement, monsieur le maire, mais la transparence, ça serait de connaître, effectivement, les associations qui ont déposé un dossier de subvention et qui se sont vues refuser ce dossier. Ça, c'est la véritable transparence, ce qui permet de savoir qui a demandé et qui a eu et qui n'a pas eu. En l'état de la délibération proposée, on ne peut pas savoir qui a demandé et qui n'a pas eu. Voilà. Merci pour votre précision. Vous voulez la parole, Maître Bézina? Oui, je voudrais la parole. Je veux juste vous dire qu'on n'est pas dans un prétoire. Non, pas du tout, pas du tout. Il est tellement grand qu'il faut qu'il reste assis quand je plaide avec lui. Mon cher ami, mon cher confrère, deux choses quand même, deux choses importantes. Tu as dit deux choses qui m'ont interpellé. Premièrement, tu n'avais pas visé que l'insincérité. Tu as visé autre chose. Pouvant s'assimiler, ça c'est plus grave, à une absence de transparence de la gestion publique comptable qui impose l'exactitude des comptes. L'absence de transparence, c'est un délit. C'est deux délits, c'est trois délits exactement. Et là, ça va beaucoup plus loin que l'insincérité. Là, tu vises quand même des dispositions pénales qui sont un peu lourdes. Donc, tu peux comprendre qu'on ait été, le maire, moi-même et d'autres, émus par ce que tu as écrit. Mais c'est tout. Deuxième point, les associations. L'exécutif communal, il est porté par nous tous. Mais la majorité, c'est la nôtre. Et c'est nous qui portons la responsabilité des choix budgétaires que nous votons tous ensemble, mais dans lequel il faut voir les choses en face. Si demain, X ou Y, n'importe quel autre jour de la semaine, dans le mois, dans l'année qui arrive, il y a une difficulté, vous allez nous dire, bien évidemment, oui, mais c'est la majorité municipale qui a voté ce texte. Donc, pour les associations, nous prenons nos responsabilités. Nous avons un exécutif qui est formé par la majorité, vous aussi, mais nous avons la majorité des votes, et nous voulons rester maîtres de l'attribution des subventions. Donc, je suis opposé totalement à une commission globale, premièrement, et deuxièmement, que ce soit voté en conseil municipal. Enfin, monsieur le maire, il n'a jamais été question de contester la majorité ni ses choix et la liberté de ses choix. Il est question de savoir qui demande quoi. C'est une question de transparence. Bon, ben, la réponse, nous l'avons, il n'y aura pas de transparence, c'est tout. Non, Maître Curti, attendez, parce que là, vous insistez. Et donc, que vous soyez content ou pas, la transparence existe à tout point de vue. Et la transparence, c'est ce document où vous avez les attributions des subventions aux associations. C'est la transparence. Monsieur Ledeux, vous voulez dire un mot, non? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est dans la transparence la plus totale, monsieur Ledeux. Oui, non, mais on n'a pas remis en cause la transparence du document que vous avez sous les yeux et que vous nous avez fourni. En vrai, la question qu'a posée Alain Curti, il n'y a pas eu de réponse précise. Si. Non. Si. Après, on ne remet pas en question, comme disait M. Curti, l'exécutif. Oui, mais la réponse, elle est très claire. Quant après, en ce qui concerne le courrier qui vous a été adressé, à partir du moment où vous avez fait une réponse écrite qui est précise, elle est nulle et non avenue. Mais donc, il n'y a pas entre guillemets, de manque de transparence de votre côté.
si vous répondez précisément. Très bien. Voilà, donc après, c'était un sujet, on n'avait pas besoin d'y revenir, Maître Vézina. Monsieur Cosentino, vous voulez dire un mot? Oui, je suis élu depuis un bon petit moment, et il y a eu un temps où il n'y avait pas de dossier. C'est-à-dire qu'on attribuait comme ça les subventions. Et donc nous, on a apporté de la transparence, c'est ça que vous on a voulez dire? apporté un peu de transparence en exigeant un dossier qui d'ailleurs est très précis. C'est un projet financier avec objectifs sportifs ou autres. Et c'est très bien, il n'y a pas plus transparent que ça. Allez, Madame Coqueloff, est-ce que vous voulez bien passer au vote, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci pour cette belle unanimité, cette belle discussion. Nous passons au vote des taux d'imposition. Maître Chichmanian, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Madame Marchessou et Monsieur Rigucci peuvent revenir. Voilà, alors, pour vous mettre d'accord et pour vous donner une nouvelle que j'aurais dû laisser le soin de donner à monsieur le maire, mais je lui vole la priorité, il faut savoir que le trésorier note les communes sur la tenue des comptes, sur la régularisation, sur un certain nombre d'éléments, comme à l'école. Et lorsque nous sommes arrivés, la note de Villefranche était 11, elle est aujourd'hui 17. Wow. Bon. Alors, il faut féliciter monsieur le maire et les services. Conformément à l'article 1639A du Code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux d'imposition avant le 15 avril. Compte tenu de la réforme liée à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales depuis 2021, la taxe d'habitation est maintenue pour les résidences secondaires et les locaux vacants. La disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est sur l'année 2020 et pour ce qui nous concerne de 10,62%. L'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2023, le pouvoir de vote de taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est rétabli pour les communes. Et je vous propose donc de reconduire en 2023 les taux d'imposition communaux de l'année dernière, si bien que le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sera maintenu à 16,03%, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 9,65%, et le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 25,53%, qui correspondent à l'addition du taux communal, donc que nous ne changeons pas, et la taxe départementale 2020 de cette taxe. Ce qui veut dire en clair que nous n'avons pas augmenté nos taux d'imposition, mais comme je l'ai dit déjà au dernier conseil municipal, si malheureusement nos taux d'imposition étaient augmentés, il ne serait pas de notre fait, mais du fait que les bases qui sont fixées par l'État seront augmentées, puisqu'on nous a déjà annoncé une hausse de plus de 7%. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Beuil. Ne me demandez pas de baisser les impôts. Je ne voudrais pas jusque-là. Je ne voudrais pas mettre la commune en péril. Mais ceci étant, juste dans un souci de cohérence, nous nous étions abstenus l'année dernière quant au taux d'imposition,
Donc, vu que cette année, au mieux, ils ne changeront pas, nous allons nous aligner sur la décision que nous avions prise l'année dernière. Donc, abstention. Abstention, tout à fait. Bien, donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Bien, donc je me félicite que les impôts n'augmentent pas du côté de la commune. Et, en fait, vous souhaiteriez qu'on les baisse, Madame Beuil? Vous voudriez qu'on baisse les impôts? Oui. D'accord. Donc vous vous abstenez par... Cohérence. Non, moi, juste par souci de cohérence avec ce que nous avions voté l'année dernière, parce qu'effectivement, la commune n'augmentera pas ses impôts, mais l'année dernière, nous avions pu voir que le ratio avait quand même augmenté in fine parce que les impôts nationaux, entre guillemets, avaient augmenté. Donc, je me contente juste d'expliquer notre décision. Très bien, pardon, j'avais pas compris. Bien, merci beaucoup. Donc, nous passons... Monsieur Curti voulait la parole. Oui, excusez-moi, monsieur le maire, j'avais une question. Le vote est intervenu, je sais, mais dans la métropole, par exemple, les résidences secondaires ont subi une taxation aggravée. Et on fait une différence entre la résidence principale et la résidence secondaire. Qu'en est-il sur Villefranche? J'avoue que je n'ai pas très bien compris. Là, C'est déjà le cas. Oui. Nous avons déjà, excusez-moi, maître Chichmanian, nous avons déjà surtaxé les résidences secondaires. Voilà, et la surtaxe correspond à combien, à peu près? À 60%. 60% de la taxe pour le résident, c'est ça? Pas tout à fait. C'est-à-dire que nous avons surtaxé à 60% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. D'accord. Ce qui permet d'avoir un produit fiscal de 1,3 million d'euros en plus. Quand même. Je voulais clarifier les choses pour les résidences secondaires, que ce soit bien clair que cette surtaxe a été appliquée à Villefranche, comme elle l'est d'ailleurs dans la métropole et ailleurs. Exactement. Et dans beaucoup de villes de France. Oui, tout à fait. Merci. C'est 2 ans, oui. Donc, on va passer au vote du budget primitif. Tout d'abord, le budget 2023, tout d'abord, le budget principal, maître Chichmanian. Merci, monsieur le maire. Ce budget principal fait l'objet de l'annexe 4 qui a été distribuée. La vue d'ensemble est la suivante. En section de fonctionnement, 16 049 000 euros et en section d'investissement, 13 186 000 euros. Au total, donc pratiquement un peu plus de 29 millions d'euros. Ce budget fait suite au débat d'orientation budgétaire et au vote du compte administratif. Il reprend le résultat de clôture 2022, les restes à réaliser en section d'investissement et l'affectation des résultats. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent donc à 16 049 000 euros et correspondent à toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux, dépenses qui reviennent régulièrement lors de chaque exercice. On peut distinguer les charges à caractère général, les charges de personnel, les frais assimilés, les autres charges de gestion courante et les charges financières et exceptionnelles. Enfin, les dotations aux provisions et les dotations aux amortissements qui sont également des charges de fonctionnement participant à l'autofinancement de la commune. Donc, sans rentrer trop dans les détails, je listerai, puisque nous avons l'annexe, les charges à caractère général pour 2 640 860 euros, donc c'est vraiment très général, l'eau, l'électricité, toutes les charges, les impôts fonciers, etc. Les charges de personnel et frais assimilés, 6 609 000 euros. Assimilés, ça veut dire l'URSSAF et la retraite. Les reversements sont notamment l'attribution de compensation négative à la métropole, 304 000 euros, le prélèvement de la loi SRU, 166 000, le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales pour 55 000 euros, ce sont les communes plus riches qui règlent pour les plus pauvres. Les autres charges de gestion courante, 1 951 800 euros, dont la subvention du CCAS de 640 000 euros et les autres subventions. Les charges financières, 194 000 euros. Le virement à la section d'investissement, 400 000 euros. Les dotations aux amortissements,
3 500 000 euros. Les recettes de fonctionnement s'équilibrent à 16 049 000 euros, essentiellement les dotations de l'État, les impôts, les compensations fiscales, les produits d'exploitation issus des services publics et les subventions. Pour l'essentiel, les recettes de fonctionnement se répartissent de la façon suivante. Les produits des services du domaine et des ventes, 933 000 euros. Les impôts et taxes pour 11 235 000 euros, dont 8 900 000 de produits fiscaux et 1 800 000 de prévus pour les droits de mutation, même si on espère en avoir davantage. Les dotations et participations, 301 000 euros. Les autres produits de gestion courante, 400 000 euros, ce sont les revenus des immeubles. Les atténuations de charges, 110 000 euros. Les produits exceptionnels, 4 823,42 euros. Et toujours cette somme que j'aime à prononcer plusieurs fois, mais que je ne dirai qu'une seule fois, l'excédent de fonctionnement reporté, c'est-à-dire 3 045 076,58, qui est l'excédent de l'année précédente. En section d'investissement, 13 186 000 euros. Les dépenses réelles d'investissement regroupent les dépenses d'équipement et les dépenses financières. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 3 457 060, auxquelles il faut ajouter les restes à réaliser. Elles comprennent essentiellement les opérations qui augmentent le patrimoine de la commune et se répartissent de la façon suivante. Premier point, les immobilisations incorporelles pour 399 900 euros, qui sont essentiellement des études. L'étude pour la rénovation de la façade du Sacré-Cœur, pour l'accessibilité des handicapés, pour 50 000 euros, étude des bâtiments communaux, l'amélioration des chaudières des bâtiments, étude pour l'aménagement de la maison France Service, l'acquisition d'un logiciel informatique et banque d'images, l'étude pour le regroupement des écoles pour 186 000 euros et les études du gymnase. Et il convient d'ajouter à ces dépenses les restes à réaliser. Le deuxième point sont les subventions d'équipement versées qui représentent 21 000 euros, sont les subventions pour les façades et le programme d'infrastructure d'intérêt général, c'est-à-dire le logement social. Il convient d'ajouter à ces sommes, à ces dépenses, les restes à réaliser. Le troisième point, les immobilisations corporelles représentent 661 100 euros et concernent notamment les opérations suivantes: la rénovation des espaces arborés pour 25 000 euros, la restauration des musées pour 30 000 euros, mise aux normes des bâtiments communaux, 54 000 euros, la réfection du chemin de l'Adre, des aménagements informatiques, le matériel de transport pour les services techniques, 134 000 euros, c'est l'acquisition de 2 véhicules, un véhicule également pour la police municipale, matériel informatique, le réseau d'arrosage de la citadelle, 190 000 euros, matériel événementiel, protocole et manifestations, 22 100 euros, le mobilier pour les musées, du mobilier pour les écoles, les acquisitions de rodateurs pour 25 500 euros, acquisition de défibrillateurs, de matériel de plage, matériel et outillage divers, agrandissement du module ponton-poste de secours de la plage. Il convient d'ajouter à ces dépenses les restes à réaliser. Le dernier point sont les immobilisations en cours qui représentent 2 375 060 euros et concernent notamment la création de la boutique des musées et l'aménagement de la salle Sainte-Élisabeth pour 83 000 euros, l'aménagement de l'accessibilité handicapée des bâtiments pour 200 000 euros, l'amélioration des bâtiments communaux pour 300 000 euros, la suite des travaux de la citadelle pour 1 071 000 euros, la pose d'une main courante en vieille ville, la réhabilitation du gymnase des Glacis, c'est la fin, la mise aux normes de l'atelier de menuiserie, le remplacement des faux plafonds du gymnase de la Corne d'Or, la rénovation de l'ancien local des jeunes rue de Mai, l'école des Magnolias, remplacement du sol souple pour 40 000 euros, la transformation d'un appartement de la salle de gym à la Barmassa, 10 000 euros.
Les travaux du chemin de l'Adre, le Sacré-Cœur, rénovation de la façade est mise aux normes incendie, 350 000 €. Travaux d'amélioration des chaufferies, l'aménagement de la maison France Service. Il convient toujours d'ajouter les restes à réaliser. Les dépenses financières qui s'élèvent à 867 638,15 €, dont le remboursement en capital des emprunts pour 867 000 € et 638 015 € de dépôts et cautions. Autre immobilisation financière, 9 000 €. Les opérations d'ordre d'investissement regroupent les opérations patrimoniales pour 3 millions d'euros. Ces dernières représentent les écritures comptables des reprises des études des années antérieures. Les recettes d'investissement se composent essentiellement des recettes financières FCTVA, l'excédent de fonctionnement capitalisé 4 571 198,50 €, le virement de la section de fonctionnement, les dotations aux amortissements 3 500 000 €, les opérations patrimoniales pour 3 millions d'euros. Il convient d'ajouter à ces recettes des restes à réaliser pour 1 261 103,35 €. Y a-t-il des questions? Madame Beuil. Juste une petite question concernant le regroupement des écoles. Donc, nous avions déjà vu l'année dernière des frais d'études, nous en voyons cette année. C'est juste pour savoir si vous pouviez nous indiquer où nous en sommes, si ce regroupement va avoir lieu, sous quel timing, et surtout, est-ce qu'il est envisageable au regard des études effectuées? Oui. Le regroupement des écoles est envisageable. Oui, le regroupement des écoles sera réalisé. Je ne peux pas vous donner de timing pour l'instant, mais nous regrouperons les écoles élémentaires et maternelles sur le site du groupe scolaire Joseph Calderoni à terme. Les frais d'études ont été engagés l'an dernier, Monsieur Racano? Les frais d'études ont été... Les études ont démarré, mais ne sont pas encore terminées. C'est pour ça que vous avez un report de frais d'études sur l'année 2023. Voilà. Si tout se passe comme je le souhaite, il y aura des annonces prochainement qui permettront à terme de regrouper les écoles sur le site indiqué, puisque les travaux seront de l'ordre de 5 millions d'euros. Et donc vous comprenez bien que nous n'engagerons pas 5 millions d'euros de travaux si nous n'avons pas l'argent pour le faire. Aujourd'hui, le budget communal est un budget confortable. D'abord, nous avons des recettes fiscales à hauteur de 9 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Il est possible que nous ayons 300 à 400 000 euros de plus de recettes fiscales du fait de l'augmentation des bases décidée par M. Macron. Quant aux droits de mutation, notre nouveau responsable des finances est extrêmement prudent puisqu'il les a évalués à 1,8 million, alors que cette année, elles ont été de presque 4 millions. Donc, il est possible que sur ce budget, nous ayons plus de 2 millions d'euros de recettes en plus que celles qui sont prévues en début d'année. C'est un budget prudent, Maître Chichmanian. Je vous félicite. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous allons, si c'est terminé, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Budget suivant, il s'agit du budget des parkings. Maître Chichmanian, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. C'est l'annexe 5 qui vous a été remise, qui sert de référence. En section d'exploitation, le montant, la vue d'ensemble est de 1 800 000 euros et en section d'investissement, 1 120 904,26. Et ce budget fait donc suite au débat d'orientation budgétaire et au vote du compte administratif et reprend donc les résultats de clôture 2022 et les restes à réaliser en section de fonctionnement.
Donc, en section d'exploitation, le montant est donc d'1 800 000 et les dépenses d'exploitation sont l'ensemble des charges à caractère général et contrats de maintenance des différents parkings, 388 000 €. C'est là que nous voyons la location mobilière pour les WC qui seront installés sur la plage. Il y a aussi les frais de gardiennage. Les remboursements des salaires et charges des agents travaillant au parking, 362 000 €. Les autres charges de gestion courante, 10 000 €. Les dotations aux amortissements. Et là encore, le virement de la section d'exploitation à la section d'investissement, 882 000 €. Les recettes d'exploitation comprennent les ventes de produits et services pour 5 000 €, le produit des redevances des différents parkings, 610 000 €, les produits exceptionnels, 2032,23 € et l'excédent de clôture reportée, c'est-à-dire l'excédent de l'année 2022, 1 182 967,77 €. En section d'investissement, le montant des 1 120 904,26 €. Les dépenses sont les immobilisations incorporelles, les frais d'études concernant le plan d'aménagement d'ensemble du parking des Marinières pour 200 000 €, auxquels il convient d'ajouter les restes à réaliser. Les immobilisations corporelles pour un montant de 460 000 € sont les autres aménagements de terrain, 253 000 €, l'installation à caractère spécifique, d'autres installations de matériel et outillage technique, du mobilier pour 25 000 € et les autres immobilisations pour 51 000 €, auxquels il convient d'ajouter les restes à réaliser. Les immobilisations en cours, soit l'agencement et l'amélioration de terrain, 362 000 €, le déficit d'investissement de clôture, 86 558,30 €. Les recettes d'investissement comprennent et s'équilibrent à 1 120 904,26 €, l'excédent de fonctionnement capitalisé, le virement de la section d'exploitation, 882 000 €, la dotation aux amortissements, 140 000 €. Y a-t-il des questions? Non. Donc, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 10. Il s'agit du vote sur le budget annexe des mouillages. Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc de l'annexe 6. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il fait suite au débat d'orientation budgétaire et au vote du compte administratif. En section d'exploitation, le montant est de 326 000 €. Les dépenses d'exploitation comprennent l'ensemble des charges à caractère général et contrats de maintenance, 40 000 €. Donc, je pense que c'est assez bien expliqué, mais si ça ne l'était pas, ça concerne 7 500 € pour les bouées intelligentes parce qu'elles sont connectées. Et il y a 16 000 € dont on peut se demander ce que c'est, mais en fait, ce sont des visites. Pourquoi on rit autour de moi? Il se moque de moi. 16 000 € de visites de contrôle sous-marine et qui doivent intervenir relativement fréquemment. Le remboursement des salaires à charge des agents travaillant au mouillage, voilà la célèbre somme de 150 000 €. Les autres charges de gestion courante, 30 000 €. Les dotations aux amortissements, 106 000 €. Les recettes d'exploitation, les ventes de produits et services, 179 256,60 €. Les produits exceptionnels, 120 000 €. En section d'investissement, 358 018,36 €. Les dépenses d'investissement comprennent notamment le remboursement des autres dettes, 5 000 €, c'est la dette versée à la ville puisqu'on a fait un prêt sur 20 ans. Les immobilisations incorporelles, soit l'acquisition de logiciels de gestion d'emplacement, 10 000 €. Les immobilisations corporelles pour 154 438,75 €, comprenant le matériel de bureau et informatique, et autres pour 129 438,75 €. Les immobilisations sont l'installation, matériel et outillage. Les recettes d'investissement s'équilibrent à 358 018,36 €, dont
dont 90 496,55 au titre des restes à réaliser et 161 520,81 de solde d'exécution reporté. 106 000 euros de dotation aux amortissements. Le Conseil d'exploitation des mouillages, réuni le 24 février 2023, a émis un avis favorable aux prévisions budgétaires pour l'année 2023. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Non. Donc, je vous propose, c'est votre dernier mot, oui. Bon. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Merci pour votre cohérence. Nous passons donc au point suivant. Vous avez une interrogation, mes chers collègues? C'est entre vous. Je remercie M. Curti de sa cohérence, puisqu'il fait en effet partie du conseil d'exploitation de la Régie des mouillages. Et donc, s'il avait une question à poser, il eut tout le loisir de la poser en conseil d'exploitation. C'est ce qu'il était en train de vous expliquer. Et j'ai parfaitement compris le sens de votre interrogation. Vous voyez, je suis connecté avec l'opposition, en effet. Nous passons donc au point suivant. Il s'agit d'un contrat de co-réalisation sur le fameux événement, la Crème Festival. Madame Laugier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Chers collègues, depuis 2019, la mairie de Villefranche-sur-Mer co-organise avec l'association La Crème Festival le festival éponyme de musique et d'art de vivre. Cet événement a rassemblé près de 5000 festivaliers par édition et généré de fortes retombées médiatiques et économiques pour notre commune. Cette 4e édition sur 3 jours, du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2023, avec pour concept l'alliance de concerts live, activités culturelles et sportives, découverte du patrimoine et de la gastronomie locale, associée à un volet environnemental au travers de la gestion des déchets et de l'impact du festival. Dans la perspective de l'organisation de cet événement, la commune et les organisateurs ont convenu d'un partenariat sous la forme d'un contrat de co-réalisation dont le projet a été joint en annexe à votre ordre du jour. Les principales dispositions de ce contrat sont les suivantes. Engagement de la commune co-réalisateur. Mise à disposition de la citadelle de Villefranche-sur-Mer et des tennis de la Barmassa, avec une jauge de 1500 personnes, staff inclus, au théâtre de Verdure et Jardin. Le montage le lundi 12 juin au vendredi 16 juin, la Crème Festival vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 2023, et le démontage lundi 19 au mercredi 21 juin. Le matériel prévisionnel, les mises à disposition, 80 barrières Vauban plus 20 barrières de couleur, 3 barnums 3 par 3, 8 tables en bois et 12 tables époxy, 10 tables rubis et 10 tables rondes, 60 chaises et 8 bancs en bois, consommables entretien. Communication, l'affichage de la ligne 1 du tramway, 3 bâches entrée de ville plus affichage Deco. Stationnement, parking sous le stade du lundi 12 au mercredi 21 juin, le parking sous le pont-levis du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2023. Pour le personnel, patrouille et surveillance de la police municipale et le nettoyage avec le personnel de mairie. Et le personnel d'astreinte électrique, personnel de mairie également. La sécurité, la participation du co-réalisateur aux charges de sécurité est plafonnée à 18 000 €. La contribution de la commune dans le cadre de cette collaboration est estimée à 45 557,03 €. L'engagement de l'association La Crème Festival, organisateur. Production de l'événement La Crème Festival entièrement montée et responsabilité artistique de la représentation. Prise en charge des frais liés à la production du spectacle, manifestation, cachet, transport, frais techniques, communication, déclaration de son personnel, etc. Fourniture du personnel, régie audiovisuelle et du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement
en complément du personnel et du matériel mis à la disposition, les règlements de droit d'auteur, la SACEM ou autres, et taxes fiscales et parafiscales afférentes au concert, c'est-à-dire la TVA ou autre. La prise en charge de la billetterie au tarif suivant, le vendredi Early Birds 35 €, Cool Price 40, tarif régular 45. Ceux du samedi au dimanche, Early Birds 30, Cool Price 35 et tarif régular 40. Et le pass 3 jours, Early Birds 60, le Cool Price 75 et le tarif régular 90. Il y aura également un versement d'une caution d'un montant de 1 000 €. Les conditions financières, les dépenses prévisionnelles de la manifestation à la charge des co-contractants, s'élèvent à 420 239,53 €, auxquels se rajouteront les frais de sécurité répartis entre les co-contractants et plafonnés pour la commune à 18 000 €. Le co-réalisateur contribuera donc à concurrence de 45 557,03 € et l'organisateur à concurrence de 374 732,50 €. Le partage des recettes de la billetterie se fera de la manière suivante: 90% au profit de l'organisateur et 10% au profit du co-réalisateur. Je vous propose de décider la conclusion d'un contrat de co-réalisation avec l'association La Crème Festival pour l'organisation du festival du vendredi 16 au dimanche 10 juin 2023, selon les dispositions figurant au contrat dont le projet est annexé à l'ordre du jour, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit contrat. Le projet contrat de co-réalisation La Crème Festival 2023 et le budget provisionnel de la manifestation étaient annexés à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ? Alors, on va passer au vote. Pas de questions? Pas de questions? C'est un super festival. C'est un super festival. Je peux vous donner quelques... simplement que, par exemple, le total des recettes est équivalent à près de 89 000 € et que la commission Villefranchoise est de 7 560 €, que nous avons une couverture média chaque année plus importante, avec plus de 50 retombées presse, TV, print et digital. Nous avons énormément de magazines, une audience inédite cumulée de plus de 99 000 lecteurs, et rien que 50 minutes Inside sur TF1 a eu une audience de 2 850 000 téléspectateurs. C'est un sujet de 3 minutes 09 dédié au festival et à Villefranche-sur-Mer. Et ils ont donc une valorisation, mais nous aussi, de la couverture médiale qui est équivalente à 290 000 €. Donc c'est quand même, pour nous, nos retombées sont quand même excellentes. Voilà. Pardon ? Non, les recettes pour la... Oui, il y a 89 000 de billetterie pour la Crème Festival. Ouais, ah oui, que la billetterie. Ce n'est que la billetterie. Ah non, sinon, l'investissement n'était pas proportionnel. On ne regarde pas. Elle n'aurait pas été proportionnée. Sur le 2, on n'analyse pas la consommation d'alcool pendant la Crème Festival. C'est pas partie des recettes. Les recettes, oui. Après, les recettes, moi, je parle de chiffre d'affaires. Après, ouais, non, mais, ça, mais là, on parlait uniquement des recettes billetteries, c'est-à-dire des entrées. Bon, Madame Laugier, moi, je souhaiterais... C'est très, très bien, la Crème Festival. Mais c'est très bien. Je suis très content qu'on fasse ce festival. Je souhaitais qu'ils arrivent à upgrader un peu vous voyez. C'est en fonction un petit peu, justement, des investissements, parce que... Moi, je remarque quand même que mon ami Roger Roux, à ses nuits guitare, il nous présente quand même Jane Birkin et comment s'appelle-t-il Bernard Lavilliers. Alors, c'est pas le même public, hein, mais non, on va pas demander à Bernard Lavilliers de venir à la Crème Festival ou à Jane Birkin. C'est pas la même chose.
c'est pas le même investissement non plus de la commune. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est mais l'investissement est les complètement nuits, différent. Les nuits guitare, c'est vraiment excellent, quoi. Hein. Tout à fait. Excellent. Mais on peut. C'est une histoire aussi d'investissement, donc. Ouais. Ah, mais là, Vence, c'est loin. Oh là là. Puis c'était bien, Madame Beuys, c'était bien avant les Nuits du Sud. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, je souhaiterais qu'on arrive à upgrader un tout petit peu ce festival. C'est ce que nous cherchons à faire, effectivement, chaque année un petit peu plus, effectivement. Merci beaucoup. Il y a des gens qui contre d'abord, non? Qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Qui c'est qui est pour? Il faut demander qui est pour, Monica. Voilà. Comme ça, tout le monde lève la main et on voit bien qu'il y a l'unanimité. Merci beaucoup. Passons au point suivant, le MAG, fixation des tarifs de parution d'encarts publicitaires. Le magazine municipal dit le MAG de Villefranche-sur-Mer participe Excusez-moi, à la... Madame Laugier, juste une précision pour que tout le monde comprenne bien. Je souhaitais juste mettre un petit peu la pression sur les organisateurs pour qu'ils nous fassent le plus beau festival possible. Et c'est tout. Hein. Je vous en prie. Merci. Donc, le magazine municipal dit le MAG de Villefranche-sur-Mer participe à la promotion des activités économiques locales, artisanat, commerce de proximité, par l'insertion d'encarts publicitaires. Ces parutions, outre le fait qu'elles diversifient le contenu du magazine, constituent une ressource financière pour la commune, contribuant à réduire les coûts d'édition et de diffusion. Aussi, il convient de fixer les tarifs de publicité hors TVA au format du magazine, à savoir 210 par 297, format fermé. Les tarifs proposés sont les suivants. Format de l'insertion, une demi-page, 700 €, je donne toujours des chiffres hors taxe. Une page intérieure, 1100 €, une page en face de l'édito, 1400, deuxième de couverture, 1600, troisième de couverture, 1600 et la quatrième de couverture, 1900. Je rappelle que nous n'avions pas changé les tarifs depuis 2014. Grille tarifaire avec remise pour 3 insertions consécutives. Une remise de 10% sur le prix hors taxe sera accordée pour un engagement d'insertion sur 3 parutions à partir de la deuxième au tarif suivant. Une demi-page 630, une page intérieure 1000, une page en face de l'édito 1260, deuxième de couverture 1440, troisième de couverture 1440 et quatrième de couverture 1710. Modalité technique de l'insertion. La réalisation de l'insertion publicitaire est à la charge de l'annonceur. Un contrat sera passé entre la commune et l'entreprise ou l'artisan concerné qui formalisera les conditions et le coût de la parution publicitaire. Un exemplaire du contrat type était joint en annexe de l'ordre du jour. Je vous demande d'approuver les tarifs de publicité pour les insertions publicitaires du magazine municipal Le MAG de Villefranche-sur-Mer et d'autoriser, Monsieur le maire, à signer les contrats avec les annonceurs. Y a-t-il des questions? Madame Beuys, vous avez la parole. Alors, le fait de faire participer les entreprises, c'est très bien. Moi, j'aurais une question beaucoup plus factuelle. Pourrions-nous avoir le coût exact de ce magazine et surtout, quelles sont les retombées qui en découlent? Alors, le coût exact est moins de 10 000 €. Il est moins de 10 000 € parce que maintenant, il était à 10 000 €, maintenant nous sommes en dessous, puisque maintenant nous en faisons nous le diffusons notamment aussi en numérique. Donc nous tirons moins d'exemplaires. Les retombées, elles sont, c'est le passé. Si vous voulez, quand vous faites 5 000 exemplaires, mais qu'il y a le passé main, c'est 15 000, c'est 20 000, parce que tout ça, c'est passé, c'est repassé, etc. C'est comme dans tous les magazines, quand vous avez un tirage, il est multiplié facilement par 3 par les passés main. Donc, on a énormément de retombées avec ce magazine. Et puis, il est assez luxueux, assez qualitatif, on va dire. Et il plaît énormément, et voilà, c'est pour ça que nous avons des annonceurs qui souhaitent, et nous en avons de plus en plus, mais nous sélectionnons parce qu'on n'en veut pas trop dans le magazine,
mais on a des demandes parce que justement les retombées sont quand même assez importantes. Il est aussi à l'office de tourisme, il est très demandé et il y a des gens qui viennent chercher systématiquement le magazine. Voilà. Donc vous diriez Je pense que nous avons des articles qui sont non seulement pour toute l'actualité de la commune, mais en même temps de l'actualité, des événements culturels, etc. Nous avons aussi des interviews et tout, donc je pense que vous le connaissez, et que ça reste un magazine que nous faisons qu'une fois par an, mais qui est assez qualitatif. D'accord, mais quand j'entendais retomber, je voulais dire si ça dépassait le champ communal ou pas. Ah ben oui, parce qu'il est envoyé d'abord dans toutes les communes et que nous avons des retombées, puisqu'on nous écrit pour nous dire que nous avons un magazine particulièrement qualitatif et qu'à chaque fois, on nous remercie pour ça, quoi. Donc, ça prouve qu'il va bien au-delà de la commune. Voilà. Je vous rappelle qu'en 2015-16, je ne sais plus, nous avons gagné le trophée pour les magazines municipaux sur la France. C'est quand même, donc, il y a des retombées. Ça veut dire qu'on connaît notre magazine. N'est-ce pas, monsieur le maire? Oui, mais ce dont voulait parler Madame Beuil, probablement, c'est de l'information et de la communication. Et des retombées en matière de fréquentation, notamment touristique, sur la commune de Villefranche. Quelle était l'influence de notre information et de notre communication au-delà du territoire communal? C'est en effet une question qui mérite que nous nous y attardions. Oui, c'est d'ailleurs l'objet d'une de nos prochaines réunions. Absolument, mais ce n'est pas uniquement le magazine. À ce moment-là, il faut prendre tous les éléments de communication, que ce soit les réseaux. Nous avons le magazine, nous avons le Villefranche News que nous communiquons tous les trimestres. Nous avons aussi le Villefranche Events pour tous nos événements de l'année, de l'été. Donc, toutes ces communications, plus toutes les communications que nous faisons sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux, de plus en plus. Et nous sommes dans la refonte de notre site aussi, donc qui va bientôt être opérationnel. Donc, tout ça, ça fait partie de la communication en dehors de la ville et qui rayonne autour de... Donc, nous avons pas mal, effectivement, de rayonnement. Et c'est pour ça que nous avons aussi beaucoup de demandes pour venir faire des événements sur Villefranche. C'est que, justement, il y a un rayonnement autour de nous. Et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. On ne peut pas accepter tous les événements, mais il y a énormément de demandes d'événements, quels qu'ils soient, que ce soit sportifs, culturels et autres, sur la ville. Si vous aviez pu quantifier. Oui, on essaye de quantifier. Généralement, la communication est très difficile à quantifier, mais avec les années, on arrive à le savoir par les retombées que nous avons et demandes que nous avons. Voilà. Bien. D'autres questions? Alors, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup. Nous passons à un deuxième magazine d'information qui est Villefranche Event. Madame voilà, Levier, vous avez de nouveau la parole. Exact. Merci. Alors, le Villefranche Events, c'est justement le magazine des événements de l'été qui va bientôt sortir. Donc, le magazine municipal Villefranche Events participe à la promotion des activités économiques locales, pareil, artisanat, commerce de proximité, par l'insertion d'encarts publicitaires. Ces parutions, outre le fait qu'elles diversifient le contenu du magazine, constituent une ressource financière pour la commune et contribuent à en réduire les coûts d'édition et de diffusion. Aussi, il convient de fixer les tarifs, hors TVA, au format du magazine, 210-297, format fermé. Donc, toujours pour les prix hors taxe, une page intérieure, 800 €, une page face au sommaire, 1 000 €, deuxième de couverture, 1 300, troisième de couverture, 1 300 et quatrième de couverture, 1 500.
Une remise de 10% sur le prix hors taxe sera accordée pour un engagement d'insertion sur 3 parutions consécutives, soit la grille de tarifs suivant: une page intérieure 720 €, une page face au sommaire 900, deuxième de couverture 1170, troisième de couverture 1170 et quatrième de couverture 1350. Modalité technique de l'insertion: la réalisation de l'insertion publicitaire est à la charge de l'annonceur. Un contrat sera passé entre la commune et l'entreprise ou l'artisan concerné qui formalisera les conditions et le coût de la parution publicitaire. Un exemplaire du contrat type était joint en annexe de l'ordre du jour. Je vous demande d'approuver les tarifs de publicité pour les insertions publicitaires du magazine municipal Villefranche-Events et d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats avec les annonceurs. Y a-t-il des questions? Alors, pour ne pas refaire exactement le même genre de questions, serait-il possible d'envisager ce genre de magazine au niveau de l'Office métropolitain sur Nice? Alors, c'est un petit peu plus compliqué, ça. C'est-à-dire que vous voudriez que ce magazine aille... Nous avons une communication commune au niveau numérique avec l'Office métropolitain du tourisme. En fait, ils ont fait un nouveau site qui est absolument remarquable et sur lesquels vous pouvez aller sur les pages de Villefranche, avec tous les événements de Villefranche, avec tout, puisqu'on peut, nous, l'alimenter comme nous voulons. Donc, ils n'ont pas de magazine et ils ne vont pas diffuser un magazine, mais par contre, si nous voulons mettre tous nos événements sur l'Office métropolitain du tourisme, sur leur site, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est déjà fait. Oui, je sais. Oui, puisqu'en fait, je sentais bien que vous vouliez en venir sur la compétence tourisme. Nous savons tous, mais je pense que c'est bon d'en informer les Villefranchois ce soir, que la compétence tourisme est désormais métropolitaine, puisque nous faisons partie de la métropole Nice-Côte d'Azur, que c'est un établissement public intercommunal, et que donc à partir du moment où vous faites partie d'un établissement public intercommunal qui a une compétence, la commune elle-même perd cette compétence. Et donc, il y a maintenant 3 ans, l'Office du tourisme villefranchois s'est transformé en bureau d'information touristique métropolitain. Au sein de cet Office du tourisme, nous avons 4 employés qui sont payés pour partie par la métropole et pour partie par la commune. J'ai souhaité continuer à payer pour partie ces employés pour justement maîtriser la communication touristique. Et nous avons une promotion touristique commune au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur, grâce à cet office du tourisme métropolitain. Et donc, nous sommes en discussion avec cet office du tourisme métropolitain pour un certain nombre de réalisations sur le territoire de Villefranche-sur-Mer. Mais ce vœu auquel vous nous appelez est déjà exaucé, au moins pour partie. Vous aviez une remarque à faire, mon cher André Bézina. J'avais une remarque à faire parce que s'il y a un domaine dans lequel je pense qu'il faut repenser Villefranche, Villefranchois, d'une façon presque autarcique, de penser qu'à nous, c'est bien l'information des Villefranchois sur ces magazines. Il y a 3 objectifs, à mon avis, à ce magazine, mais le premier me paraît très important. Ces magazines, et personne ne me contredira, ils sont d'abord faits, et j'insiste là-dessus parce que j'ai contact régulièrement en mairie avec les anciens. Ils sont très contents du magazine. Le magazine, il est fait d'abord pour informer les gens d'ici. Les gens d'ici, ils ont en plus des visites de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs amis qui viennent dans cette région touristique depuis très longtemps. Deuxième point sur lequel je voulais intervenir, n'en déplaise à ceux qui ne seront pas d'accord, mais Villefranche n'a pas besoin de publicité en masse. Je m'explique. Les touristes viennent depuis toujours. La beauté du site, nous n'en sommes que les gardiens. Elle était comme ça avant que nous naissions les uns et les autres. Et je crois qu'il faut être conscient de ça. Nous avons besoin de qualité. Et
Je salue le travail qui a été fait par Madame Laugier et tout son service, parce que la qualité de ce magazine est aujourd'hui une qualité qui, à mes oreilles, résonne avec ce que me disent les Villefranchois quand je les vois sur l'information qu'ils ont dans ce magazine. Le troisième volet, c'est que nous n'avons pas, et moi je n'aurai jamais, en tant que maire adjoint, de vocation à transformer la mairie, l'hôtel de ville de tout le monde, en une mécanique entrepreneuriale qui fasse qu'on essaie de gagner de l'argent. Je sais qu'il en faut, je sais, mais il y a des domaines dans lesquels je me veux un peu plus réducteur. D'abord, les Villefranchois doivent être informés de ce que nous faisons, de la façon de gérer l'argent public, du nombre de manifestations considérables que cette commune fait et de plus en plus qualitatives. Et je crois, et j'ai peut-être tort, ne me jetez pas des oranges, et je crois que ce magazine a beaucoup plus, à mes yeux, une vocation informative qu'une vocation commerciale. Parce qu'effectivement, je vous rejoins, ce magazine est somptueux, c'était aussi ma question. Vu qu'elle a vocation à rester intracommunale, ne pourrions pas peut-être réduire les coûts à minima? Je vous coupe parce que de toute façon, ils sont payés par les annonceurs. En intégralité? Oui. Oui, ils s'autofinancent. D'accord. Mais c'est bien de le dire, c'est bien de le dire, parce que ceci étant, nous les distribuons, et effectivement, des fois, il n'y a pas toujours preneur, donc nous sommes amenés aussi à en donner aux touristes qui forcément ne le comprennent. C'est d'où ma question au niveau touristique, qui ne le comprennent pas forcément puisqu'il est exclusivement en français. Je vous remercie de nous permettre de vous dire que le magazine s'autofinance, et je vous remercie d'avoir dit qu'il était de très grande qualité. Pour autant, l'intégralité de la communication de la commune ne s'autofinance pas. C'est un certain budget. On a tout dit. D'autres questions? Alors nous passons au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Des personnes qui sont pour? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup. Donc jusqu'au 14 mai, nous avons l'exposition puissante dans la chapelle Saint-Elme. J'engage ceux qui ne sont pas allés la voir à y aller. Elle est vraiment magnifique. Le 4 avril, nous aurons la journée Pôle emploi maritime sur la Darse. Le 6 avril, une conférence sur les matières plastiques. Doit-on en avoir peur? Lundi 10 avril au matin, c'est le lundi de Pâques, la chasse aux œufs dans la citadelle avec la petite ferme. Ça va être super, on va amener Léon. Mardi 11 avril, les mardis de la citadelle, Tchaïkovski, l'âme brisée du plus occidental des Russes. Le mercredi 12 avril, à l'espace France Service, un atelier numérique très intéressant. Jeudi 13 avril, cinéma pour les seniors. Samedi 15 avril, Citadelle Art est présente Le Prénom. Jeudi 27 avril, cinéma pour les seniors. Mercredi 27 avril, un autre atelier numérique à l'espace France Service pour la gestion des mails. Le 29 avril, un talk de Fanny Védrenne, femme puissante dans le cadre du réseau Botox à la cour de l'Hôtel de Ville. Samedi 29 et 30 avril, la deuxième édition de la RAD classique. Lundi 1er mai, remise des prix de la course de croisière La Gallinara au Club de la Voile. Jeudi 4 mai, une conférence Sciences pour tous, retour vers le futur de la sismologie. Dimanche 7 mai, à l'auditorium, un concert gratuit de Mélissa Trinidad. Lundi 8 mai, je vous engage, mes chers collègues, à être toutes et tous présentes autour de moi pour la cérémonie commémorative de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 9h15 au Monument aux Morts. Mardi 9 mai, un autre atelier numérique communiquer avec ses proches par Skype, WhatsApp, etc. à l'espace France Service. Jeudi 11 mai, une conférence de Guillaume Néry à l'auditorium. Vendredi 12 mai, le concert des classes de musique du Conservatoire intercommunal. Samedi 13 mai, la nuit des musées. Dimanche 14 mai, le concert de printemps organisé par l'Association des Amis de l'Orgue. Mercredi 18 mai, un quiz vocabulaire numérique à l'espace France Service. Samedi 20 mai, Citadelle Art et 2 hommes tout nus. Mesdames et messieurs. Lundi 22 mai, nous avons une réunion de concertation sur le PLU métropolitain. Et puis samedi 27 mai, on va avoir une belle fête des mai place Félix Poulan avec plein d'enfants des écoles et des parents.
Et en même temps, à 17h, on va avoir l'inauguration du lavoir communal, où tous les Villefranchois seront invités grâce à l'excellent travail de notre service communication. Voilà, je vous libère. Nous nous reverrons en juin pour un nouveau conseil municipal. Merci beaucoup. Charlie. Excusez-moi, quel jour, Charlie? Je l'ai dit. Non, non, tu ne l'as pas dit. Je ne l'ai pas dit. Ah non, je ne l'ai pas dit. Dimanche 7 mai, la fête du printemps à Saint-Michel. Merci, Charlie. Je me demande s'il n'y a pas un peu trop d'événements à Villefranche.